Bonjour et bienvenue dans Question de fond. L'invité de ce numéro est Dr Ousmane Diarra, juriste de la santé et spécialiste en gestion de crise et situation d'urgence. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour, Monsieur Seydi. Alors, dans ce contexte de progression du Covid-2019, quel peut être l'apport d'un juriste de la santé? Un juriste de la santé peut beaucoup aider dans la réflexion, dans l'orientation des décisions, parce que nous sommes en face d'une situation assez particulière qui fait appel aussi à des mesures particulières. Prenez l'exemple du droit à la santé, qui est une discipline, qui est plutôt un droit de l'homme, qui est encadré par la discipline qui est le droit de la santé, qui essaye d'étudier la relation entre le patient et le médecin. Ça va au-delà concernant les infrastructures hospitalières, ça va au-delà concernant tous les différents mécanismes qui organisent le secteur de la santé. Les juristes de la santé, est-ce qu'ils sont bien associés dans cette riposte? Pour le moment, je n'ai pas encore senti la présence des juristes de la santé concernant cette crise. Ok. Maintenant, la pandémie progresse. Quelle lecture faites-vous des stratégies mises en place? Je pense que les stratégies qui ont été mises en place, il faut certainement saluer ces stratégies, même s'il y a beaucoup de choses d'ailleurs à améliorer. Parce que c'est vrai, quand on parle du droit de la santé, qui est à la fois un droit collectif et un droit individuel, mais nous sommes en face d'une situation d'urgence qui a ses règles propres. Et dans des situations pareilles, il y a tout un ensemble, comme j'ai lu tout à l'heure, de mécanismes assez particuliers qui doivent être mis en place pour pouvoir apporter des solutions efficaces. Alors, à la lumière de ce que je vois, j'ai comme l'impression, je ne dis pas qu'on fait fausse route, mais j'ai comme l'impression que devant cette situation, on est un peu surpris. Et on va un tout petit peu dans tous les sens. Ça se comprend, parce que dans la gestion de crise, il faut un plan de contingence qui puisse être prévu à l'avance avec une bonne organisation et des exercices et des mises à jour pour pouvoir faire face à des situations pareilles. Oui, donc vous dites qu'il y a des choses à améliorer. Et quelles sont ces choses à améliorer là? Voilà, si je dis qu'il y a des choses à améliorer, il faut d'abord dire que concernant la situation actuelle, il y a 3 points essentiels. Et j'ai comme l'impression que c'est un peu dispersé. Il y a la question de la prophylaxie, il y a la prévention, il y a la question de la prise en charge médicale et il y a des aspects socio-économiques. Alors, les aspects sociaux et prise en charge, disons, on commence par la prophylaxie. Nous avons des agents assermentés. Je veux penser au service d'hygiène qui, en réalité, détiennent la police sanitaire. Vous voyez, par exemple, une situation pareille, quand on parle de situation d'urgence classique, c'est différent de la situation d'urgence sanitaire. C'est des règles spéciales, c'est des orientations différentes de la stratégie classique que l'on connaît. Donc, en d'autres termes, les mesures qui sont prises, je trouve parfois certaines mesures très sévères et qui peuvent devenir inefficaces, parce qu'il faut, dans des situations pareilles, éviter de faire en sorte que la population ne soit pas perdue et prendre des décisions qui puissent être véritablement réfléchies. Je vois par exemple concernant la question de la gestion de crise. Vous savez, il y a toute une architecture concernant une gestion de crise. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le cadre stratégique et de coordination, ou on peut appeler également comité stratégique et de coordination, qui centralise toutes les différentes opérations nécessaires. Alors, d'ailleurs, je salue, me réjouis du fait qu'un général a été nommé, pas comme pour gérer le cadre stratégique dont je vous parle, mais pour gérer le fonds Covid-19, qui n'est qu'un élément, si vous voulez, unité de la gestion de crise. Je vais vous expliquer. Vous prenez, comme je l'ai dit, le cadre stratégique et de coordination
qui peut être dirigé de préférence par un corps habillé, ça peut être un général ou autre de préférence, et à sa tête, il doit avoir, par exemple, le chef de l'État, parce que nous sommes en guerre contre un virus. Et le chef de l'exécutif doit être présent, on doit sentir sa présence. Alors, au-delà de ce comité stratégique et de coordination, on a un centre, ce qu'on appelle le comité des opérations opérationnelles, c'est-à-dire des unités professionnelles. Alors, on a besoin effectivement, naturellement, de la prise en charge médicale, il doit y avoir une unité, un groupe, de la prophylaxie, un groupe, de la communication, un groupe, et cette communication doit avoir un porte-parole, et on doit avoir un seul porte-parole qui, à chaque fois, devrait prendre la parole pour communiquer avec les Sénégalais. Pourquoi vous voulez que ce cadre-là soit dirigé forcément par un militaire? Oui, vous savez, il faut le dire, hein, il faut le reconnaître, en matière de stratégie, les militaires sont les meilleurs, il faut le dire, hein, ce sont les experts dans ce domaine. Et je pense que le président de la République a bien vu en nommant un général, même si c'est pour le fonds Covid-19, parce que c'est ce qui m'écoute savent, les spécialistes, qu'en matière de plan stratégie, il y a l'armée joue un rôle important concernant ce qu'on appelle les ASAM, les actions civilo-militaires, où les militaires peuvent intervenir pour la distribution des vivres, peuvent intervenir du point de vue sanitaire et pour beaucoup plus de besoins. Les militaires nous semblent être beaucoup plus aptes à avoir cette capacité de gérer beaucoup de besoins en même temps. Voilà, vous avez parlé tantôt du service d'hygiène. On sait que le service d'hygiène manque de personnel. Donc pour l'efficacité des actions, il faut impérativement la présence des forces de l'ordre pour un effet dissuasif. Oui, comme vous le dites, comme j'ai dit, d'ailleurs, je continue toujours à me poser cette question. Cette confusion et peut-être c'est normal parce qu'un plan de contrôle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se prépare en avance. Mais là, on a été surpris et on n'avait pas de plan préétabli. Si vous prenez l'exemple du plan OPSEC, à chaque fois que le Sénégal a un problème concernant les inondations, le plan OPSEC, c'est un plan qui est rodé. Donc on sait qui fait quoi et c'est vite maîtrisé. Mais concernant la gestion de crise, c'est quelque chose de nouveau. Et on se perd. Mais la chose, il faut essayer de recentraliser. Il faut recentraliser les choses et essayer de suivre un canevas. Il y a des experts au Sénégal qui ont une compétence en matière de gestion de crise. On peut les appeler et puis la crise ne se gère pas seulement par un seul groupe, mais c'est pluridisciplinaire. Il faudrait qu'on essaie de recentraliser. C'est une cartographie des différents experts qui pourront permettre d'orienter les différentes prises de décision. Okay. Alors, concernant, pour en revenir à votre question, la question de la police qui intervient. Bon, il faut un tout petit peu le regretter et d'ailleurs peut-être après le coronavirus, on a l'occasion de laver un peu les linges sales. Mais vous voyez, par exemple, vous prenez le code de l'hygiène publique, ça date de 1983. Et c'est vrai que dans ce code, il est dit à l'article L60 que la police sanitaire est détenue par les agents du service d'hygiène. Mais ce corps, à un moment donné, je ne dis pas que ça a été délaissé, mais on a l'impression que ça s'est un peu effrité, et même en termes de personnel ou de ressources humaines, je pense qu'on a des difficultés. Et sur ce point, ils sont les plus habilités à faire le travail. Parce que si vous prenez le code de 83, il y a un ensemble de règles. Vous voyez, si vous prenez l'exemple des distributions des masques de contrôle, des masques de contrôle sanitaire, etc., mais c'est le rôle du service d'hygiène. Et je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi le service national d'hygiène n'est pas encore intégré, visible dans la réponse. Okay. Le confinement, même partiel, est-il une bonne chose dans le contexte sénégalais ou africain où plus de 80% de la population s'active dans le secteur informel? La plupart des gens vivent au jour le jour.
Oui, c'est extrêmement difficile. Le confinement total, comme on le dit, ou partiel, on verra tout à l'heure, ne doit pas être un article d'importation. Ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs que ça doit forcément se faire ici, parce que le contexte n'est pas le même, même si le virus est le même. Alors, si vous prenez des pays développés qui sont beaucoup plus organisés que nous, on sait qui est où, qui fait quoi. Mais ici, on n'a pas une base de données. Une base de données qui permet de savoir qui habite où, qui fait quoi. Alors, si par exemple, on doit prendre des mesures pareilles, on n'a pas de données, on n'a pas de statistiques. Donc finalement, on risque de prendre une décision qui est draconienne, qui va créer un virus dans le virus. Quand on parle de virus dans le virus, qu'il y ait d'autres impacts qui pourraient même saper la réponse actuellement. Donc, vous semblez mettre en cause certains aspects de la stratégie de riposte, mais on voit que le taux de guérison quand même est plus ou moins important au Sénégal comparé à plusieurs autres pays d'Afrique. C'est un résultat, non? Oui, c'est un résultat. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer et de féliciter tout le personnel médical sénégalais qui est en train de s'activer jour et nuit pour apporter une réponse efficace. Mais il ne faut pas se frotter la main, il ne faut pas applaudir, parce que la crise n'est pas encore terminée. Le constat, c'est que les cas de décès que nous avons eus, c'est des cas graves. C'est-à-dire que ça signifie quoi? Que le Sénégal ne parvient pas actuellement à maîtriser la situation des cas graves. Alors, sans faire de digression, vous voyez, lorsque je vous parlais des ordres professionnels pour le cadre opérationnel, il y a, concernant la prise en charge médicale, actuellement, il y a des choses qu'on maîtrise, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a le matériel qu'on n'a pas. Alors, que faire? Faut-il acheter ou bien? Vous savez aussi, dans une question urgente pareille, il faut faire appel, il faut faire confiance au génie de son peuple. Alors, vous prenez une structure comme l'université. On a des ingénieurs, on a des personnes qualifiées. Il suffit juste de les valoriser pour qu'on puisse avoir également des résultats dans ce sens. Et là, je pense que les décideurs gagneraient mieux à étendre, être beaucoup plus large dans le sens de la concertation pour pouvoir faire participer tous les Sénégalais en fonction de leurs compétences. Parce que la crise actuelle, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit se sentir concerné. Comment gérer les cas communautaires qui sont de plus en plus nombreux? Alors, pour gérer les cas communautaires, vous savez, j'avais fait récemment un article sur une presse de la place où je disais qu'il fallait, en ce moment, les foyers de cas communautaires n'étaient pas encore multipliés, qu'il fallait agir très rapidement. Et là, le confinement partiel de certaines zones était possible. Mais en l'état actuel, ça semble de plus en plus difficile. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on laisse libre cours à la réflexion, mais de manière très rapide, parce que nous sommes dans une situation de crise, étendre, faire participer d'autres personnes pour qu'on puisse apporter des éléments. Moi, en ce qui me concerne, je suis... parce que, vous savez, c'est comme je vous ai dit, c'est extrêmement difficile. Parce que dans ce plan de contingence, il y avait également des structures comme la municipalité qu'il fallait impliquer. Mais quand on veut lutter sans quelque chose qui est déjà préétabli, sans une réflexion préalable, on va dans tous les sens, c'est extrêmement difficile. Mais c'est encore possible. Mais il faudrait qu'on évite des mesures très sévères. C'est vrai, il faut fermer certains lieux publics, certains marchés et autres, mais il faut des mesures d'accompagnement. On ne se lève pas aujourd'hui pour fermer un marché. Avant de fermer un marché, il faut penser qu'il y a des citoyens sénégalais qui n'ont pas la possibilité, qui gagnent leur vie au jour le jour. Mais quand on informe que dans 2 jours, ou bien dans 3 jours, nous allons fermer un marché, ça permettra à certaines personnes de faire, plutôt d'acheter du vivre qu'ils vont utiliser les jours à venir. Et même si on ferme, il faudrait qu'il y ait un dialogue, une concertation avec la population. Mais cette mesure est dictée par l'urgence de la situation. Oui, mais l'urgence de la situation ne signifie pas prendre des mesures sévères. Parfois, il faudra réfléchir, et d'ailleurs c'est ce qui fait appel au conséquentialisme dans le cadre des principes éthiques, sur les conséquences de la décision. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'au Sénégal, en Afrique,
la situation est un peu difficile compte tenu de certains, ce qu'on peut considérer comme des groupes vulnérables, certaines personnes qui vivent au jour le jour. Il faudrait qu'on essaye, dans la prise de décision, d'être beaucoup plus rationnel, mais également de penser à la conséquence de cette décision. Vous prenez l'exemple je reviens encore une fois sur l'exemple des marchés. Quand on prévoit de fermer un marché, on informe la population que nous allons fermer le marché dans 2 jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permettra aux gens de se préparer. Mais dans 2 jours, fermer jusqu'à quand? Quand on ferme, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et je pense, je reviens encore une fois à ce que j'ai dit, on peut désinfecter le marché. Quand on désinfecte aujourd'hui, on paraît sur 3 jours ou bien une fois par semaine, on ouvre le marché. Mais ce marché, on peut quadriller. Parce que dans la réponse communautaire, il faut faire appel à la communauté. Quand vous prenez un pays dans lequel j'étais en mission récemment, il y a dans les quartiers ce qu'on appelle le cahier de ménage, où dans chaque quartier, le père de famille a ce qu'on appelle un cahier de ménage, où on sait qui est dans cette maison, qui fait quoi, et les structures étatiques également ont en charge. Donc ça permettra de savoir en réalité qui fait quoi. Alors, quand on a cet élément-là, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit les religieux, que ce soit les imams, que ce soit les associations des jeunes, c'est une affaire de tous, ils doivent tous être impliqués. Le marché qui est désinfecté, le jour où ce marché doit être ouvert, il y a des jeunes, parce que aussi dans la gestion de crise, on fait appel aux bénévoles, des bénévoles qui peuvent être là à surveiller ce qui entre dans le marché en utilisant les produits antiseptiques, mais également en utilisant les masques, le marché qui peut être fermé et ensuite ouvert en fonction des circonstances. Avec l'évolution de la pandémie, à quelle période, selon vous, faudrait-il envisager un déconfinement, par exemple? Oui, vous savez, tout dépend de la cartographie. Et le jour, les experts doivent faire une étude de la cartographie. Ma mémoire est bonne, nous sommes presque à 52e jour ou plus, moins, de l'apparition du premier cas au Sénégal. Mais c'est l'occasion de travailler jour et nuit sur la cartographie pour voir comment les choses progressent, comment les choses s'améliorent. Donc au fur et à mesure qu'on tient compte, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la crise est une crise sanitaire. Alors, si à travers les spécialistes et autres, ils estiment qu'on était à tel niveau là, en fonction de la cartographie, les choses ont baissé. Nous pensons qu'il faudrait passer à telle étape. Mais vous me direz certainement qu'il y a également d'autres considérations d'ordre socio-économique, compte tenu de la situation de certains Sénégalais ou de tous les Sénégalais. Bon, c'est là où également interviennent toutes les mesures qui ont été prises. Et j'espère qu'il y aura vraiment un plan prévisionnel de tout ce qui se fera. Voilà. Vous êtes spécialiste. Si le Sénégal devait développer de nouvelles stratégies, qu'est-ce que vous proposeriez? Si le Sénégal devait gérer de nouvelles stratégies, je dirais ceci. Le pays est en guerre. Alors, quand on est en guerre, il faut des leadership. Et pour cela, il faut des experts. Il faudrait que le Sénégal, que le président de la République lui-même, prenne en charge le commandement. Et qu'on se focalise sur ce que j'avais dit tout à l'heure, un cadre stratégique et de coordination qui peut être géré par l'armée, un cadre professionnel et opérationnel avec des différentes unités, un cadre de gestion et de logistique et des unités d'intervention immédiate en impliquant tout le monde et surtout les actions civilo-militaires. Voilà, on est en crise sanitaire, certes, mais cette crise peut évoluer en crise alimentaire. Tout à fait. Effectivement, d'ailleurs, droit à la santé et droit à l'alimentation sont intimement liés. Il peut effectivement avoir... mais il faut savoir anticiper, et je pense que c'est ce que le Sénégal est en train de faire. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de procéder à une distribution comme si on est en crise alimentaire. Alors qu'on peut prédisposer les vivres et attendre la situation, en fonction de la situation.
Mais les besoins sont là, les populations sont restées presque des semaines sans aller travailler. Il y a certaines populations. Donc, mais le confinement n'est pas total. Et n'oublions pas qu'il y a des mesures qui sont prises concernant le code du travail. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Parce que mon inquiétude, c'est quoi? C'est qu'on le fait, on donne 100 kg de riz, etc., etc., même s'il faut beaucoup plus insister sur les masques, le savon et autres, parce qu'on en a besoin. Mais si la crise continue dans 2 ou 3 mois, qu'allons-nous faire? Ça va au-delà, qu'allons-nous faire? Alors qu'on n'avait pas, comme je l'ai dit, on n'avait pas un plan de contingence. Donc à chaque fois qu'on veut poser une décision, des actes, il faut penser aux conséquences. Il faut penser au pire. C'est ce qu'on nous apprend en gestion de crise. On pense à tous les scénarios possibles. Voilà. Au sortir de cette crise, quel mécanisme faut-il mettre en place pour mieux contenir ce genre de situation? Ce serait l'occasion pour notre pays de mettre en place un plan de contingence en faisant appel à toutes les couches de la population sénégalaise pour qu'on puisse mettre en place un plan de contingence qui, comme je l'ai dit, n'est certes pas figé, mais qui sera prévu et avec des exercices tels que le Sénégal l'a fait avec le plan Orsec où on a des résultats satisfaisants, très satisfaisants. Voilà. Faut-il envisager une augmentation, par exemple, du budget du ministère de la Santé? Oui, naturellement, c'est l'occasion. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire que, en ce qui nous concerne, vous savez que le Sénégal, jusqu'à présent, nous dépendons du Code de santé publique de 1954. Même si actuellement on a des textes un peu dispersés. Mais il y a un code d'outre-mer, qui est toujours en vigueur au Sénégal. Et on avait, le ministère de la Santé avait commandé des recherches, plutôt des études, pour mettre en place un nouveau code. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où en est le code. Centré sur la sécurité. Mais de nos jours, on se rend compte que c'est une question de santé. Okay. Je me pose la question même, est-ce que maintenant on ne passera plus à la course aux armements, mais pour passer plutôt à la course, à la médecine, à la recherche. Voilà. Donc c'est l'occasion de pouvoir valoriser encore une fois le ministère de la Santé, faire le budget qu'il faut pour pouvoir... Voilà. Après le Covid-19, comment vous entrevoyez les relations internationales, la place de l'Afrique? Actuellement, on parle de nouvel ordre mondial. Oui, moi je préfère, je suis pas un divin, je suis pas un divin, je préfère parler de configuration, pas avoir une nouvelle configuration au niveau mondial. Alors, j'ai une inquiétude, mais qui n'est pas une conviction. Alors, je pense que c'est de 2 choses l'une. D'ailleurs, peut-être faire petit historique que le monde a changé de siècle. Mais aussi le monde a changé de millénaires. La révolution, il y a eu différents types de révolutions. On est passé de la révolution agraire à la révolution industrielle et on est en plein cœur à la révolution scientifique. Alors, sur ce point, il faudrait que nos États puissent participer à cette révolution. Alors, au niveau international, soit les États se déshumanisent, c'est-à-dire que chaque État dira non, moi je m'intéresse, je m'occupe que de mon État, je ferme ma frontière. S'il y a une petite crise, ah non, l'autre ne peut pas faire partie, je m'occupe de mon pays. Parce qu'on a vu ceux qui se sentaient forts, ceux qui se disaient avoir un plateau technique médical très, très relevé, qui aujourd'hui ne peuvent pas. Ils ont des difficultés. Il y a des milliers de morts. Donc sur ce point, mon inquiétude va dans ce sens, dire que est-ce que les pays ne vont pas se déshumaniser ou les pays Mais nous sommes à l'ère de la mondialisation. Essayer de se fermer. Oui, effectivement, on est à l'ère de la mondialisation avec le transport. Parce que vous savez, du fait que le développement du transport, peut-être que le Covid-19 n'arrivera pas au Sénégal. Maintenant, concernant la situation pareille, je me demande est-ce que certains pays ne vont pas commencer à fermer leurs frontières, à se dire non, mais maintenant, on fait gaffe s'il y a une situation qui se pose, on ferme tout et on essaie de régler notre problème nous-mêmes. On fait en sorte que notre médecine puisse nous suffire, etc., etc. Alors, l'autre partie maintenant qui peut rendre le monde beaucoup plus humain,
c'est de se rendre compte qu'en réalité, le monde est sans couleur. C'est se rendre compte que le monde est sans supériorité. C'est se rendre compte que mon malheur, le malheur de l'autre peut être mon malheur. Mon malheur peut être le malheur également de l'un, peut être le malheur de l'autre. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on est condamné à vivre ensemble. On est condamné à mettre en place les règles éthiques, une moralisation des relations internationales pour qu'on puisse donner la possibilité d'aller vers la recherche du bien, le bien pour tout le monde, qu'il y ait beaucoup plus un monde juste, un monde équitable entre les différentes nations du monde. Docteur Ousmane Diarra, merci d'être passé dans Question de fond. Nous vous avons invité en votre qualité de juriste de la santé et spécialiste en gestion de crise et situation d'urgence. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Question de fond et très bonne suite des programmes sur la RTS2. Question de fond et très bonne suite des programmes sur la RTS2.